Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Nature & Co, une émission réservée à l'environnement présentée par Renatura Congo. Donc, l'association Renatura Congo est une association de protection des tortues marines et de la biodiversité qui œuvre par plusieurs actions, notamment par un suivi des pontes des tortues sur les plages du Kouilou, hors Conquati, et des libérations des tortues marines qui sont prises dans les filets de pêche artisanaux. Et également un volet éducation à l'environnement avec des animateurs qui vont régulièrement dans les écoles. Donc pour cette première édition, on souhaitait vous présenter l'écocentre dans lequel on se trouve actuellement. Donc c'est un projet qui a été commencé en février 2016 et qui se veut une vitrine de l'éco-construction, tant par les matériaux qu'il utilise qui sont respectueux de l'environnement, que par les énergies renouvelables pour l'électricité, etc., ou encore les systèmes de récupération des eaux. Donc je vous laisse découvrir tout ça avec un petit reportage. Alors, nous sommes ici pour vous expliquer un peu ce qu'est l'écocentre de Renatura, qui est composé de murs de briques en terre crue. Ces briques sont composées de latérite et d'un faible pourcentage de ciment, 7% de ciment, qui est par rapport à une construction classique 30% de moins que des parpaings. L'avantage qu'on a aussi, c'est que c'est un très bon isolant thermique et acoustique. Et elles sont posées sans mortier, sans ciment, par un système autobloquant qu'on peut voir ici, un système mâle-femelle, un peu comme des Lego qui sont montés les unes sur les autres. Et voilà, donc pareil, au niveau sismique, c'est très résistant. Alors les tuiles sont fabriquées pareil, localement, sur un site à Vindoulou qui utilise que des matériaux recyclés, du plastique recyclé, qui est refondu et transformé en tuiles. Ici, nous avons le bassin, la phytoépuration. Il a été conçu pour traiter les eaux usées et les eaux vannes. Toutes les eaux viennent dans ce bassin pour être traitées. En fait, le système traite les eaux naturellement à l'aide des bactéries aérobies qui se créent au niveau des plantes, au niveau des racines. Les racines, ces bactéries bouffent, transforment les matières organiques en matières minérales. La particularité avec ce bassin, c'est que le remplissage s'est fait avec les granulats, suivant une classe granulométrique bien déterminée. Bonjour, je m'appelle Ingrid Lerue, je suis chargée de la vie associative et de la communication pour Renatura. Je vous emmène visiter les locaux de notre nouvel écocentre. Donc alors ici, c'est la pièce qui va accueillir l'exposition permanente. Ce sera une exposition sur les tortues, leur cycle de vie, leur mode d'alimentation, les menaces qui pèsent sur elles, quelles solutions on peut apporter, etc. Voilà, il y aura des panneaux un peu partout et il y aura des panneaux interactifs en fait, pour
pour montrer aux gens de façon ludique comment ils peuvent agir pour protéger les tortues, et notamment le public des enfants. Ici, nous sommes sur la toiture terrasse. Voilà, ce bâtiment sera alimenté par 2 sources d'énergie. Nous avons la SNE et nous avons les panneaux solaires. Donc maintenant que vous en savez un peu plus sur l'écocentre, j'ai le plaisir d'accueillir l'association EZI Congo qui logera aussi dans l'écocentre. Donc pour représenter EZI Congo, on a parmi nous Guillaume, président de l'association, Baptiste, animateur des activités génératrices de revenus, et Bienvenue, éco-animateur. Donc je vous laisse présenter l'association. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez à présenter les activités de notre association. Je voudrais déjà commencer par rectifier un tout petit peu le titre qui m'est destiné. Je ne suis pas président d'EZI Congo, j'en suis par contre le directeur. Voilà. Et Baptiste, qui est à ma gauche, est l'animateur sur les activités de développement communautaire. Et Bienvenue à ma droite, qui est aussi animateur, mais c'est sur les activités de recherche scientifique. Alors, pour revenir sur la présentation de l'association, nous existons depuis 2009 et notre objectif est de protéger les gorilles et les chimpanzés sur le territoire de Kakamega en collaborant avec les populations locales riveraines pour qu'elles arrêtent le braconnage. Et à ce titre, on développe 4 axes de travail, notamment les activités de recherche scientifique qui nous permettent de pouvoir mieux connaître la situation écologique des gorilles et des chimpanzés dans leur milieu de vie. Nous avons aussi des activités de sensibilisation qui visent essentiellement à renforcer la responsabilité des communautés sur la protection des gorilles et des chimpanzés. On a des activités destinées à pouvoir les appuyer sur le développement des activités génératrices de revenus, vu que nous les encourageons à arrêter le braconnage et à se convertir vers d'autres activités qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement et des contraintes de conservation des gorilles et des chimpanzés. Et enfin, nous avons un 4e axe que nous développons depuis très peu, qui consiste à renforcer le système de gestion locale des ressources naturelles sur le territoire de Kakamega. Et là-dessus, on travaille sur les aspects de gouvernance locale, sur les enjeux environnementaux, etc. Donc voilà en gros ce que nous faisons. D'accord. Et donc toi, Baptiste, tu gères en fait toutes les activités génératrices de revenus. Voilà. Et donc ça consiste en quoi globalement? Alors en fait, donc moi je suis au Congo depuis octobre 2016 et je travaille pour apporter un appui technique et financier aux agriculteurs de la zone de projet. Cela veut dire qu'en fait je rencontre tous les agriculteurs de notre coopérative et je leur donne des outils techniques. Donc je suis très loin de la zone d'habitat des gorilles. Je n'en vois pratiquement pas dans mon travail de tous les jours. Et en plus de ça, je suis dans la création, appuyée par Guillaume, la création d'une filière qui va de la production jusqu'à la vente. Donc cela implique évidemment toute la façon de produire, d'amener les drageons de bananes, de faire en sorte qu'ils puissent avoir un rendement optimal. Et ensuite de ça, toute la logistique qui va du drageon de banane, du bananier,
jusqu'à l'acheminement, puis la vente sur Pointe-Noire. Donc ça demande en fait d'avoir une vision globale de la zone de projet et d'avoir une vision sur le futur de ce qu'est les agriculteurs aujourd'hui et vers où on voudrait les emmener pour qu'ils puissent avoir suffisamment d'argent et ne pas faire de phase de braconnage illégal de gorilles, chimpanzés, de toutes les autres espèces qui vivent dans le Mayombe. Ok, d'accord. Et bienvenue, en tant qu'éco-animateur, tu gères la partie touristique, la partie... Oui, la partie touristique. Donc, écotourisme était un voyage de découverte de la nature, précisément dans la forêt du Mayombe, là où travaille Easy Congo. Et les touristes ont 4 jours pour cette découverte et ensuite 3 nuits. Pendant ces voyages, c'est ceux qui doivent découvrir bien la biodiversité de la forêt du Mayombe. Et si pendant ces voyages, ils sont libres de poser toutes les questions pour pouvoir bien profiter de ce moment de détente. Et pour Easy Congo, si vous voulez contacter Easy Congo, c'est à Écocentre ici. Okay. Et aussi par numéro de téléphone, c'est le 05 612 72 16. Et l'adresse mail, c'est contact@easy-congo.com. Et nous sommes situés autre part à Fuchs. Merci. D'accord. Et donc, tu parles d'écotourisme. Ça consiste en quoi, écotourisme Alors, l'écotourisme, comme l'a dit Bienvenue, c'est un voyage de découverte à la fois de l'extraordinaire biodiversité de la forêt du Mayombe, puisqu'on travaille dans cette forêt-là, et puis des populations de la zone où on travaille, découvrir leur culture, les sites naturels qui se trouvent dans le coin. Et c'est un voyage qui est fait par petits groupes, notamment 4 personnes minimum et 6 personnes maximum. Notre démarche veut être authentique. On veut pour l'instant rester dans le concept de l'écotourisme, en faisant en sorte que tous ceux qui veulent profiter justement de ce voyage puissent aussi être un public à sensibiliser. Parce que c'est aussi un biais, un moyen de sensibilisation. C'est aussi un moyen de valorisation du potentiel environnemental de cette zone. C'est aussi un moyen de pouvoir soutenir l'économie locale parce qu'aujourd'hui, grâce à l'écotourisme par exemple, nous avons pu constituer un petit fonds de garantie auprès d'une institution de microfinance pour pouvoir aider les communautés à accéder au microcrédit, puisqu'on est sur un territoire où il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'institution de microfinance. Et par ce biais, les communautés pourront éventuellement développer des activités génératrices de revenus en ayant des leviers de financement sans dépendre et sans attendre une assistance du projet. Donc voilà, c'est une activité importante de ce que nous faisons. D'accord, donc en fait les fonds générés par les activités touristiques, il y a une partie qui est reversée pour les communautés locales. Exactement. Nous avons monté un modèle économique de cette activité qui est que les fonds générés sont en réalité repartis à la fois sur les communautés qui prennent 50% via une caisse communautaire qu'on a constituée et sur le financement du projet qui prend 50%. Et donc la partie réservée aux communautés a servi justement à constituer ce fonds auprès de l'institution de microfinance qui se trouve ici à Pointe-Noire. D'accord. Et toi, Baptiste, comment tu sens que le projet est... Enfin, comment les communautés locales avec lesquelles tu travailles, les agriculteurs, est-ce qu'ils sont réceptifs au projet? Est-ce qu'ils... Enfin, oui, bien les sûr, ressentis? Bien sûr, parce qu'en fait, ils nous posent des questions qui sont des vrais problèmes auxquels on a des vraies solutions. Donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui sont réceptives du projet. La première fois que je me suis rendu dans la zone de projet, je me suis rendu compte qu'il y avait 87 personnes qui étaient partants pour rentrer dans la coopérative qu'on était en train de mettre en place. Et j'ai même pas eu de refus parce que toutes les personnes souhaitaient justement s'en sortir d'une part, avoir suffisamment d'argent pour faire vivre leur famille, faire qu'ils puissent avoir une vie décente. Et donc je leur parlais tout ça avec
des solutions qui étaient extrêmement concrètes, faire en sorte qu'ils puissent avoir plus de rendement de bananes, sans pour autant qu'il y ait un impact direct sur leur biodiversité. Parce que pour eux, la forêt est leur lieu de vie, mais c'est aussi un habitat qu'il faut protéger. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont très réceptives du projet. Et c'est vraiment sur cette vague-là qu'on est en train de créer tout le projet avec beaucoup d'enthousiasme, et ça grâce aux communautés locales notamment. Et donc, depuis l'implantation d'ESI, est-ce que vous avez vu un changement au niveau des populations? Est-ce qu'elles arrêtent de chasser le gorille ou... Alors, pour permettre au public d'avoir un ordre de grandeur de la réalité, on pourrait dire que lorsqu'on est arrivé en 2008 et 2009 dans la zone, nous avons constaté à travers un diagnostic que nous avons fait que 15 à 30 gorilles étaient tués par an par les chasseurs locaux ou par d'autres chasseurs qui venaient des autres régions. Et on a eu des exemples, des cas où nous avons assisté en direct, pendant que nous étions avec les communautés dans leur village, des gorilles qui étaient tués, donc des trophées de chasse, de gorilles et de chimpanzés, qui arrivaient dans les villages pendant que nous y étions. Et depuis quand même 2012-2013, nous constatons que non seulement il n'y a plus ces cas où les gorilles morts se baladent dans les villages, mais en plus, on a des témoignages des populations qui nous disent qu'ils commencent à les rencontrer de plus en plus en forêt, qu'ils commencent à les entendre de plus en plus en forêt, et surtout que l'engagement qu'ils avaient pris de ne plus les tuer est respecté, et que si jamais il y a des cas de braconnage dans leur forêt, ça ne sera pas par le fait de leurs chasseurs. Et donc, c'est quand même autant d'éléments sociaux qui sont intéressants à suivre et qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'il y a une baisse relative des gorilles et des chimpanzés. Autre élément, quand même, qui pourrait être souligné, c'est le fait que nos éco-voyageurs qui vont en forêt rencontrent de plus en plus des traces des gorilles et des chimpanzés, les nids, le reste d'aliments, les crottes, etc. Et sur 9 voyages que nous avons réalisés, nous avons 4 cas où les voyageurs ont entendu des vocalisations en direct des gorilles et des chimpanzés. D'accord. Donc c'est des signes encourageants. Et au niveau législatif, le braconnage de gorilles, d'espèces protégées, qu'est-ce que ça coûte à la personne qui le tue? Alors, ce qui est bien, c'est que le Congo est un pays qui dispose d'un arsenal juridique qui protège normalement les ressources de la biodiversité. Et là-dessus, la loi prévoit qu'en cas de braconnage flagrant, le braconnier peut prendre entre 2 à 5 ans d'emprisonnement ferme avec une amende qui part de 500 000 à 2 millions de francs CFA. D'accord. Et donc, c'est quand même un contexte juridique qui est avantageux pour le gorille et le chimpanzé. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir diffuser cette information aux populations qui n'en ont pas toujours. Donc, c'est aussi une partie du travail que l'association fait. C'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation, c'est la mise à disposition de l'information juridique, c'est travailler avec eux sur le respect des activités, de la programmation par exemple des activités de chasse, notamment le respect des périodes d'ouverture et de fermeture de chasse. Parce qu'il y a quand même une saison de chasse. La loi prévoit des saisons de chasse qui partent du 1er octobre. Non, pardon. Du 1er juin au 30 octobre. D'accord. Ça, c'est l'ouverture de la chasse. Et du 1er novembre au 30 mai, c'est fermeture de la chasse. D'accord. Et donc moi, si jamais je rencontre quelqu'un qui a tué un gorille ou tué une espèce protégée, qu'est-ce que je dois faire? Alors, non seulement il faut dénoncer ce fait, parce que c'est une atteinte à l'environnement qui est flagrante, qui est condamnée par la loi et qui doit être punie par la loi. Donc il faut dénoncer cette personne. Nous, dans notre zone,
nous ne procédons pas par les dénonciations parce que on s'est donné un objectif de pouvoir affermir nos actions de sensibilisation auprès de populations et après pouvoir travailler avec eux sur les questions de flagrance. Mais pour l'instant, si par exemple, ici à Pointe-Noire, vous constatez qu'il y a des gens qui ont la peau des gorilles, des chimpanzés, la viande de gorilles et chimpanzés, ou encore des chimpanzés et des gorilles vivants, il faut les dénoncer parce que c'est illégal. D'accord. Ok. Eh ben, merci beaucoup à vous trois pour avoir participé à ce plateau et puis pour toutes les actions que vous faites à travers votre association. Donc, vous pouvez nous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission qui sera sur la ferme pédagogique de Luango. Et vous pourrez retrouver Easy Congo sur leur Facebook, donc Easy Congo, si je ne m'abuse, voilà, qui sera affiché en bas de l'écran. Et réserver éventuellement des sorties touristiques au numéro suivant que Bienvenue nous a dicté. Voilà. Donc merci encore et puis à bientôt sur Nature & Co.